Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire du Club CIC International consacré aujourd'hui, vous le savez, à la Suisse et à la mobilité électrique. Donc, je m'appelle Pascal Houvet, je suis le responsable du Club CIC International. Et comme vous l'avez vu lors de notre générique, dans un mois exactement, nous organisons notre événement Connexion qui se tiendra au Château Forme Georges V à Paris. Et donc, pour tous les adhérents qui nous suivent aujourd'hui et qui ne seraient pas encore inscrits à cet événement, qui, comme vous l'avez vu lors du jingle, regroupera un certain nombre d'intervenants prestigieux, Thomas Gomard, Julia de Funès, aura des ateliers internationaux bien sûr, aura un temps de networking organisé et plein d'autres surprises, et 6 bureaux de représentation CIC. Donc pour tous nos adhérents qui ne seraient pas encore inscrits à cette journée du 21 mars, je vous enjoins vivement de nous rejoindre, comme déjà 140 de nos adhérents. Voilà, c'était la petite seconde autopromotionnelle. Avant de passer à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le webinaire consacré à la mobilité électrique en Suisse, je vais donc avoir le plaisir de vous présenter nos 5 intervenants du jour que vous voyez. Donc tout d'abord, on a le plaisir d'accueillir Alina Zwirsky, donc, qui est Country Manager pour Electra. Bonjour Alina. Voilà. Bonjour. Bonjour Alina, merci. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Merlin Hartbotter, le CEO de Microlino, qui nous parlera de son expérience et de son entreprise. Hello Merlin. Bonjour à tous. Voilà. Donc merci Merlin pour ce bonjour. Merlin interviendra, même s'il parle assez bien français, mais interviendra en anglais durant cette présentation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous un consultant, Jacques Michel, consultant dans e-mobility. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour Jacques. Et puis évidemment, un webinaire du Club CIC International est toujours se doit d'avoir nos spécialistes internes au CIC. Et là, évidemment, on aura notre bureau de représentation CIC Suisse à Genève, notamment avec son directeur, Georges Anastopoulos. Bonjour Georges. Bonjour à tous. Et puis son adjoint, Arthur Schreil-Lechner. Bonjour Arthur. Enchanté. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? Comme vous le savez, on va avoir une présentation de l'ordre de 45 minutes de nos différents intervenants. Vous pouvez, tout au long de la présentation, poser des questions dans le chat. N'hésitez pas à le faire. Et en fin de présentation, lors des 10 dernières minutes, nous tenterons d'y répondre et nous y répondrons. Quoi qu'il en soit, si vous aviez d'autres questions à poser à nos intervenants, nous, à notre bureau évidemment de représentation de Genève, nous attendons et nous vous recontacterons avec vos chargés d'affaires entreprises ou chargés d'affaires internationaux pour y remédier. Voilà, le webinaire est lancé. Tout de suite, je vais laisser la parole à Arthur qui va nous faire déjà une présentation du marché suisse. Bonjour Pascal et merci encore une fois pour l'invitation. Donc pour commencer ce webinaire de la Suisse à l'heure de la mobilité électrique, je vous présente ce petit plan de l'outlook de la Suisse à l'heure actuelle. Donc en Suisse, différemment que dans d'autres pays, ce n'est pas l'industrie qui consomme le plus d'énergie, mais le transport. En effet, la mobilité elle engloutit plus d'un tiers de l'énergie consommées en Suisse. Les voitures électriques, elles, sont économes en énergie et réduisent en fait les émissions de carbone. La consommation d'énergie des transports a une influence sur l'économie et en même temps sur l'environnement. L'énergie est donc un thème majeur, pas qu'en Suisse, mais je pense un peu de partout autour du monde à l'heure actuelle. Mais comment en fait l'énergie est-elle consommée et d'où provient-elle? D'une part, la consommation d'énergie constitue en fait un facteur économique important et d'autre part, la production et la consommation ont un impact significatif sur notre environnement. En Suisse, et avec 36% des transports
représente la part la plus importante du gaspillage énergétique national. Dans la mesure, en fait, où 93% de l'énergie utilisée dans les transports provient en fait de sources fossiles. Les émissions de gaz à effet de serre qui en découlent sont infiniment plus élevées dans les autres secteurs. Que dans les autres secteurs, pardon. Par ailleurs, la Suisse ne dispose pas de ses propres réserves combustibles fossiles et doit donc en fait acheter de l'énergie quasi dans sa totalité à l'étranger, ce qui coûte très cher. En 2020, les carburants ont ainsi représenté un budget d'environ 7,3 milliards de francs. Il est donc grand temps en fait d'envisager de nouvelles voies. Comme nous pouvons le voir en fait sur ce graphe ci présent, les voitures de tourisme suisses ont un énorme potentiel d'économie en fait de carbone. Saviez-vous par exemple que près de 3/4 des émissions de carbone liées au transport suisse proviennent des voitures de tourisme? Donc pour atteindre les objectifs climatiques convenus à l'échelle internationale, il est donc indispensable de repenser en fait l'énergie. Notamment dans le secteur des transports, le passage du carburant à l'électricité s'impose. Bien qu'aujourd'hui encore une grande partie des énergies nécessaires à la production, l'utilisation et la mise au rebut des voitures électriques et leurs batteries proviennent de sources non durables, l'éco-bilan est déjà maintenant 2 fois meilleur que celui de véhicules traditionnels. Sur l'ensemble en fait du cycle de vie, les voitures électriques produisent nettement moins d'émissions de gaz à effet de serre que les voitures à essence ou à diesel. Quand on voit la perspective maintenant un peu plus longue, il y a la Suisse qui essaie en fait de viser la neutralité climatique d'ici 30 ans dans le cadre des accords internationaux, ce qui signifie en fait pour le secteur des transports qu'à quelques exceptions près, le trafic terrestre ne produira plus aucune émission de gaz à effet de serre d'ici 2050. Du point de vue actuel, en fait, un passage à grande échelle aux voitures électriques permettra en fait d'atteindre ces objectifs. En fait, il y a le Conseil fédéral qui a établi une stratégie climatique à long terme où ils envisagent de remplacer 90% du parc neuf de voitures de tourisme et des véhicules utilitaires légers entièrement par des véhicules électriques. Il y aura qu'à peu près 10% restants qui seront des véhicules neufs dotés de piles combustibles en fait fonctionnant à l'hydrogène. Donc, le futur à moyen terme, on va dire, il est clairement électrique. Donc, comment la Suisse, en fait, elle lutte contre ce changement climatique? En fin de compte, la Suisse ne devrait plus du tout émettre de gaz d'effet de serre en 2050, ce qui est ce but, cet objectif de zéro net qui a été décidé par le Conseil fédéral, mais aussi dans les accords internationaux. Au-delà de ça, il existe aussi toute une stratégie que la Confédération en fait présente sous son département de l'Office fédéral de l'environnement. Et si vous voulez plus de précision, je vous invite vivement à aller visiter leur site afin de voir les perspectives énergétiques 2050 et plus, et au-delà de ça. Donc, comment en fait la Suisse peut-elle atteindre l'objectif climatique de zéro émission de gaz d'effet de serre jusqu'en 2050? Comment le pays va-t-il garantir en même temps un approvisionnement en énergie sûre? Ce sont tous des thèmes que nous allons discuter dans le cadre de ce webinaire. Et en fait, ce scénario net zéro est très ambitieux mais réaliste, surtout avec les technologies déjà existantes qui sont convaincantes au vu en fait de l'état actuel de la recherche et du développement. Le plan est donc clair, abandonner le combustible fossile au profit de l'électricité produite en fait à partir de ressources renouvelables. Le chauffage se fera donc principalement à l'aide de pompes à chaleur et la conduite en mode électrique. Le scénario prévoit environ 4 millions de voitures électriques d'ici 2050, mais ce qui n'est qu'un nombre clé, mais il y aura beaucoup de changements qui vont autour, comme nous pouvons le voir dans cette petite roadmap, on va dire, qui représente un peu le futur et les objectifs d'une Suisse neutre pour le climat d'ici 2050. Dans ce webinaire, comme je viens de le mentionner, nous allons vous montrer quelques aspects de plus proche
Et je donne donc la parole maintenant à Merlin Aubouter, cofondateur de Microlino, l'entreprise en fait qui produit des micro-citadines, seul producteur de voitures électriques en Suisse, qui vous rapprochera en fait la thématique et les solutions pour le marché suisse, et qui dans les années 90, a réinventé déjà la mobilité douce à travers la réinvention de la trottinette par le père à Merlin. Merlin, the stage is yours. Le microphone, Merlin. Sorry. Hello, everyone. I just want to start it off real quick because the time is a bit limited. To start off, when we started the project of the Microlino, we asked ourselves a bit the question in terms of what kind of cars do we need to travel our, let's say, daily distances, and what belongs in our cities especially. And on average, and it's basically European average, there are 1.2 people per car driving a daily distance of around 35 kilometers. And also the average speeds in urban areas are at around 30 kilometers an hour. So basically what we said when we started the project is that the standard or conventional car that we see on the roads nowadays is actually totally over-engineered. And so we said, okay, we need to maybe do something different here. Also, if you look at the average trip distance, you can see that actually 90% of all trips are below 25 kilometers. And so we said we need to do something. We need to create some kind of new mobility tool that could cater to those 90% of trips, basically. And with that, on a certainly lower CO2 footprint. Because at the end of the day, I mean, it's a very harsh reality. If we look at our CO2 emission goals in Europe, transportation, and I think Arthur indicated that before, is the furthest away from, let's say, all the categories from reaching our goals in 2030. So we really drastically need to do a change, to bring change here in this category. And this is also part of the reason why we have started with the Microlino project. So what is it exactly? So the Microlino is really a light electric vehicle. So basically, we say it's kind of like the iPad of the mobility world, because it's neither a motorbike, but it's also not a conventional car. So it sits sort of between those two worlds and profits from the benefits of those two worlds. So basically, it has a motorbike license plate, but you need to have the normal car driver's license to drive it. Actually, next week on Monday, we will actually launch a speed limited version of the Microlino, which is limited to 45 kilometers an hour, which in countries like France or the Netherlands, you are able to drive without a driver's license, so without a permit. So, but the current model that we are producing runs up to 90 kilometers an hour, has a range of up to 230 kilometers, and weighs around 435 kilograms without the battery. So it's compared to a standard electric vehicle, it's around a third of the weight. Then some features here. So what is really interesting about the Microlino, it has a front door. So the door opens in the front. And that is not just a design gag, but it certainly has a USP. And the USP is basically that you can cross-park 3 Microlinos in one parking spot, and you can then exit directly on the pavement. You also have a lovely sunroof, which you can open up and enjoy a nice breeze while driving as well. Charging is really easy because you can charge it up on a normal house plug. In just 3 to 4 hours, it's fully charged. But you can also use, let's say, conventional charging or let's say public charging with just a Type 2 plug on the car.
And it's also a bit of space wander. So even though the car is relatively small, we have quite a large trunk with around 230 liters of volume. So it's perfect for daily trips and also grocery shopping. Mm-hmm. Then, which is maybe important to point out. So we are what differentiates us from other competitors in our segment is that we are the first product or the first company that has introduced a automotive safety cell into our category, because usually the normal vehicles like the Renault Twizy or the Citroën Ami, which is our two competitors, they have a very easy structure, a tubular structure. And with the structure that we have implemented, that the unibody structure just offers a way more stability and also safety of the vehicle, because we believe really in the long-term success of this product category in the future. Then coming more towards, let's say, the sustainability aspect of the Microlino. I mentioned it before. It's a very, very light vehicle. And I always bring the comparison that our Microlino, including 2 passengers and a full trunk, weighs less than just the battery of an electric SUV. And I think this is a picture that everyone can, let's say, get in their heads. And that is really where basically the footprint comes from. So we have basically a third of the footprint of a conventional electric vehicle. And the main reason for that is the weight and therefore also the battery that we need. So it's a relatively light vehicle, and we also need a relatively small battery to arrive at the kilometers that we need. So on average, per 100 kilometer, the Microlino uses around 7 kilowatt hours, which is around the same amount that a passenger uses in the Swiss national train per 100 kilometers. So that's quite interesting as well. Actually, a bit less. So in Switzerland, I think it's between 8 or 9 kilowatt hours per 100 kilometers. So yeah, in general, we see that we are positioned at the right way. I think there are some trends. I think France is taking a nice role where there's actually not 2 times the parking fees, but 3 times the parking fees now for SUVs in Paris. There's also speed limitations in certain cities. So I think having, let's say, a bit a smaller car that you can that you're still able to, let's say, do those daily distances is actually absolutely in the trend that we are currently in at the moment. This is quickly a bit where we come from. So we are not a classic startup, but we have actually our background is in micromobility. So my father, Wim, he founded Micro in 1997. Which is let's say the idea was the invention of the kick scooter, so to speak, which we sell now in over 80 countries and is a very stable business and growing every year. Maybe the one or the other has one of our products, or your children have one of our products. We also have some nice collaborations with our brands. So we've done collaborations with brands like Mercedes, BMW, or Fendi on co-branded products. Yeah, this is basically a bit the status quo where we stand at the moment. So our focus is certainly on the European market. We strongly work together with known players from the automotive field. And we are also planning to expand into other markets such as the UK and the Nordics as well. And in the meantime, we're also checking possibilities to enter the US at the same time. Then maybe a snapshot of the Swiss market, which is maybe interesting. So we started production in end of 2022. So 2023, last year, was our first year of real sales. And in Switzerland, we have sold close to 500 units last year. And within the first year of its introduction with the Microlino, we are already, let's say, the
by far the market leader in our category. And actually in the microcar segment, we have done around 90% of the market share. So the positive thing is obviously that we are able to, let's say, create this market, but let's say maybe the negative is that it's still a very small niche market that is growing rapidly. And obviously we need other competitors that can help us here also to grow the market. Yeah, I think that was it. A little snapshot of what we're doing, and I think also reached my time. Thank you so much, Merlin. Just a question: where are you producing this microLino? Oh yeah, that's a good point. We have our own production in Turin, in Italy. So all the vehicles are made in Italy. Okay. Thank you so much for your testimony and for this presentation, Merlin. Thank you so much. Maybe we'll have some questions at the end of the presentation. Thank you. Thank you. Je crois que désormais, on va ouvrir le débat et sur d'autres mobilités électriques, après l'exemple de microLino, et c'est pour ça que je donne la parole à Georges. Merci beaucoup à Merlin pour sa présentation de microLino, et je vous confirme que c'est vraiment un véhicule très, très sympa à conduire. Arthur en a pu en avoir une hier, et il est vraiment triste de devoir la rendre demain. Et ça a permis d'ailleurs à mon fils aussi de la tester à côté d'Arthur, parce qu'il n'a pas l'âge pour la conduire, mais il avait déjà testé c'était un grand fan des trottinettes micro d'ailleurs. Ouais, voilà, microLino sur toute la lignée. C'est voilà. Confirmé. Donc en termes d'électrification, il n'y a pas seulement les véhicules de tourisme qui sont concernés en Suisse, bien entendu, mais il y a aussi les transports publics, bien entendu, avec les trams sont déjà électrifiés depuis longtemps, et les trams, mais aussi on passe à l'électrification depuis un certain nombre d'années dans la plupart des villes de Suisse, électrification des bus. Là, je vous ai mis quelques exemples et je vais mettre un focus dans cette présentation sur les aspects plus innovateurs de l'électrification et les solutions qui ont été trouvées en Suisse, puisque quand on parle de Suisse, assez souvent on parle d'innovation. Donc, en ce qui concerne par exemple à Zurich, l'horizon est de 2035 pour passer au tout électrique. Pour Bâle, l'horizon est plus court, puisque jusqu'à 2027, les bus seront 100% électriques. La question essentielle qui se pose, en dehors des questions budgétaires, puisque un bus électrique peut être parfois 2 fois plus cher que le bus diesel, et il y a quelques questions en ce qui concerne les délais d'approvisionnement, puisque la demande est très forte, donc les délais peuvent être assez longs pour obtenir des bus électriques. Mais la question, malgré tout, essentielle qui se pose en ce qui concerne les transports publics, mais d'une façon générale aussi, je dirais, c'est la question de la charge, puisque par exemple à Bâle, l'électrification de l'intégralité de la flotte de bus entraînera la rénovation et même la construction d'un bâtiment de 4 étages qui va pouvoir accueillir 32 à 44 bus par étage et qui permettra la recharge en station terminus de toute cette flotte de bus. Et donc, c'est un investissement important de 360 millions de francs suisses qui sera financé par le canton. Et ça va constituer la station de recharge intérieure la plus grande en Europe, ce terminus de recharge des bus à Bâle. Dans beaucoup d'autres villes suisses aussi, on passe au bus électrique. J'ai donné l'exemple de Saint-Gall, mais on a aussi l'exemple de Genève qui est plus caractéristique, puisque l'électrification est envisagée depuis 2013 avec le bus TOSA. TOSA, c'est pour trolleybus optimisation système alimentation, qui a été testé depuis 2013 sur la ligne de bus qui va à l'aéroport et qui est mis en circulation depuis 2018. Alors, le système est intéressant puisque ce bus TOSA peut être rechargé partiellement en station.
et récupérer en 15 à 20 secondes 3,3 kWh de charge, avant d'être bien entendu rechargé intégralement à la station terminus en 4 à 5 minutes. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de réduire la taille des batteries et de transporter plus de passagers, puisque comme vous le voyez là, ces bus électriques sont très longs. On a même une version biarticulée qu'on peut voir sur la photo de droite. Et ça permet bien entendu de transporter beaucoup plus de passagers et de réduire le temps de chargement. C'est un bus qui est fabriqué en Suisse par la société S, en collaboration avec Hitachi Energy pour ce qui concerne la charge et les aspects électriques. Et ça va permettre cette solution de passer au tout électrique pour le canton de Genève à l'horizon 2030. Le budget global est de 250 millions de francs, 250 millions accordés par le canton et 250 millions par un financement bancaire. Et c'est une solution aussi qui séduit non seulement en Suisse, mais aussi dans d'autres pays, puisque la photo que vous voyez sur la droite, c'est la version biarticulée du bus qui est en circulation à Nantes depuis 2019. Nantes a acheté 22 bus de ce type qui sont en circulation, qu'on peut trouver. Et Nancy, plus récemment, en 2022, a acheté 25 autres bus de ce type. Donc, des solutions qui sont vraiment intéressantes et qui permettent d'éviter d'avoir des lignes aériennes tout en pouvant transporter un grand nombre de passagers. Alors, quand on parle bus, en Suisse, c'est vrai que l'emblème des transports publics suisses, c'est les cars et les navettes et les bus jaunes de la flotte CarPostal. CarPostal est le premier opérateur en termes de transport public en Suisse, avec 800 lignes exploitées, dont une trentaine de lignes urbaines. CarPostal, c'est une filiale de Suisse Post. Et c'est vraiment emblématique du transport public en Suisse, parce qu'on pense tout de suite, quand on pense à la Suisse et au transport public, à ces cars et ces navettes jaunes. En ce qui concerne CarPostal, elle exploite notamment, comme je vous ai dit, 800 lignes, dont 30 urbaines. Elle exploite la ligne des transports à Sion, qui passera au tout électrique en 2024. Et ce qui est intéressant aussi de noter pour CarPostal, c'est la solution très originale de navette autonome qui a été mis en circulation en 2016 à Sion et qui a circulé de 2016 à 2019, qui a permis de transporter plus de 50 000 passagers dans le centre-ville de Sion. C'est le premier véhicule de transport public totalement autonome en Europe. Et cette petite navette qu'on peut voir sur la photo est toujours en circulation dans une commune à côté de la ville de Sion qui s'appelle Uvrier. Et depuis 2022, elle est en version à la demande, puisque les utilisateurs et les touristes peuvent commander la navette et lui indiquer la destination qu'ils souhaitent joindre, toujours dans la commune d'Uvrier. Donc, une solution intéressante, innovante et qui promet beaucoup pour le futur de la mobilité et aussi des transports publics. Donc, on quitte un petit peu la route pour aller sur l'eau et toujours dans les transports publics, on a différents projets qui ont été mis en place en Suisse sur des bateaux électriques. Alors, je vous ai mis les plus emblématiques, notamment le Ceresio qui est en activité dans le canton du Tessin. Et ce qui est intéressant là, c'est que vous le voyez sur cette photo, c'est un ancien bateau qui date de 1931, qui est toujours utilisé pour les transports publics, mais dont la motorisation a été totalement changée et passée à l'électrique. Donc, on est à 100% électrique, un projet très emblématique de la ville de Tessin qui souhaite passer au tout électrique également pour ces bateaux à l'horizon 2030. Et là, vous avez une version un petit peu intermédiaire sur le lac Léman,
avec des bateaux qui ne sont pas totalement électriques, qui sont hybrides. Deux beaux bateaux qui ont été mis en circulation cette année sur le lac Léman qui relie Lausanne à la France, hein, à Évian-les-Bains pour l'un et à Thonon-les-Bains pour l'autre, financés par la CGN qui est la compagnie qui gère les bateaux sur le lac Léman, et les coûts d'exploitation seront pris en charge à moitié par les collectivités françaises concernées, un quart par la CGN et un quart par le canton de Vaud. En ce qui concerne toujours l'électrification, toujours de l'innovation, je mets un petit peu un coup de projecteur sur ce projet de transport. On n'est plus dans le transport de passagers, on est dans le transport de marchandises, avec un projet très intéressant de cargo souterrain, qui est un projet 100% privé, et qui consiste en fait à transporter de la marchandise sur des réseaux souterrains, un tunnel sur 3 voies. Le premier tronçon va partir de Herkingen, qui est en fait un emplacement où le Migros et la Poste et d'autres gros opérateurs ont une partie de leur centre logistique, à Zurich, ça fait 70 km. Et l'objectif est d'ouvrir ce tunnel, ce premier tronçon, à 2031. Le projet était à un coût évalué à ce premier tronçon à 3,6 milliards. Et à terme, l'objectif étant de relier Genève, comme vous voyez sur la carte, à Saint-Gall, plus de 500 km, et de permettre le transport de marchandises en souterrain pour éviter le trafic routier. Et la version électrique qui bien entendu, permettra de sortir des énergies fossiles. Dans tous ces aspects dont je vous parlais, la question centrale est toujours la question de l'énergie et de la charge. Et c'est sur ces aspects-là que vont revenir à présent Jacques et Alina, auxquels je donne la parole. Voilà, bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Oui, très bien, Jacques, très bien. Parfait. Alors voilà, merci Georges également pour l'ensemble des informations. Moi, je vais continuer un peu plus sur les propos aussi qu'ont entamé Arthur sur la Suisse. Vu qu'en effet, la Suisse, on peut dire que c'est vraiment un marché à référence pour le domaine de l'électrique. Vous voyez également ici en apparence qu'on a un parc qui est en permanence augmentation. Vous avez environ 21% de part de marché pour l'ensemble des véhicules électriques, auxquels on pourrait rajouter même 10% supplémentaires pour les véhicules hybrides rechargeables. Donc l'avantage de la Suisse, c'est qu'elle a une taille idéale et également le fait qu'il n'y a pas de constructeur automobile local d'ampleur qui permet de fausser un peu la donne. Alors, à savoir également, sur la Suisse, il n'y a pas ou peu d'avantages de subvention pour les véhicules électriques, ce qui fait qu'on a un marché plutôt réaliste également. Mais on a également des défis. Des défis comme on n'a pas le droit à la prise qui existe en France, et avec un marché qui correspond environ à 70% de logements collectifs ou en location, en effet, il est parfois difficile d'avoir accès à une prise à son domicile. Alors, je vais passer directement à la feuille de route que s'est mis la Suisse sur la mobilité électrique. Elle a vraiment des objectifs très ambitieux, comme l'ont déjà expliqué Arthur. Et pour 2025, on a déjà un premier objectif qui est de 50% de véhicules rechargeables. On est en bonne voie pour arriver à ces objectifs, mais également une présence de stations de recharge importante sur toute la Suisse. Pour l'instant, les objectifs sont vraiment aussi en cours d'être atteints. Et bien sûr, un concept de bande de charge qui doit être également convivial. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est revu également au fur et à mesure et qui est extrêmement important pour, à terme, arriver à l'objectif des 2050. Le défi, en fait, important, c'est surtout les infrastructures. On a
un gros défi, c'est l'accès à l'énergie. Tout d'abord, il faut savoir qu'avoir un hub de recharge pour des véhicules électriques, on est un petit site, je vais dire, de 4 bornes de charge rapide. On va tout de suite avoir besoin de 1 mégawatt de puissance, ce qui est gigantesque. Même si les standards de recharge ont un petit peu évolué, mais se sont standardisés. Ce qu'on appelle la recharge rapide se fait en courant continu, avec des charges qui vont entre 20 et 400 kW, mais également des énormes standards qui sont en train d'arriver pour pouvoir charger les poids lourds, qu'on appelle la norme MCS, qui vont demander encore plus de puissance et donc donner des défis supplémentaires. On va avoir également un boom du développement des poids lourds électriques, car il y a une exonération d'une certaine taxe de roulage pour les véhicules, pour les poids lourds en Suisse, ce qui fait que d'un point de vue financier, il y a beaucoup d'avantages à y passer, ce qui veut dire que là, vraiment sur du court terme, le marché du poids lourd électrique va vraiment exploser et en Suisse. Mais par contre, les investissements pour la construction de ce site doivent être suivis. Et en effet, on se rend compte que les coûts de raccordement ainsi que le coût des bornes en font des coûts très importants pour produire un site. Alors, on peut faire appel à des sociétés de construction, comme la société pour laquelle je travaillais auparavant, TSG, qui va être spécialiste dans la construction des infrastructures de distribution d'énergie. Mais on a face également à des délais de fourniture des transformateurs, du matériel, qui sont également un vrai défi. On va le voir par la suite aussi. Le concept de maintenance des bornes pour maintenir un taux de disponibilité est extrêmement important pour que ce soit aussi efficace que lorsqu'on fait un plein d'essence et on a une borne qui fonctionne. Alors, des solutions, il y en a, des opportunités économiques également. Par exemple, la Confédération a fait également des appels d'offres dans le passé pour construire des bornes de charge sur le réseau autoroutier. Et il renouvelle ces appels d'offres sur 55 nouvelles parcelles, un appel d'offres très important qui aura lieu à partir qui va courir jusqu'au mois de mai, pour développer sur des nœuds stratégiques des bornes de charge. Alors, pour ces défis, il y a également le smart charging qui va être indispensable pour pouvoir réguler la puissance. Dans le domaine résidentiel, on va utiliser plutôt des bornes de charge de basse puissance qui seront suffisantes en utilisant en général la puissance actuelle, mais pour des réseaux routiers, on a plus de besoins. Alors les défis, on a également la connexion au réseau photovoltaïque, parce que le but sera de réduire également l'impact sur la puissance. Et on a un nouveau métier qui apparaît, c'est en fait le statut de charging point operator, d'exploitant de bornes de charge, et énormément de nouveaux réseaux vont faire leur apparition. Les pétroliers, les fabricants de constructeurs automobiles peuvent également aller dans ce marché, ce qui fait qu'on a également maintenant un marché on the move qui est en pleine expansion. Le marché on the move correspond environ à 15% du marché des recharges, le reste se faisant en domicile ou sur le lieu de travail. Donc, vous avez d'un côté les pétroliers historiques, distributeurs de carburant, qui ont créé soit un réseau de recharge ou qui sont en train d'avancer dans ce secteur en faisant une conversion de leurs stations. Et puis, vous avez les nouveaux réseaux. Donc, en Suisse, il y en a également énormément qui vont travailler un petit peu différemment, travailler sur les partenariats locaux, et qui ont une approche différente. Alors, ces réseaux de recharge étant en pleine expansion, c'est là où je profite de laisser la parole à Alina d'Electra, qui va vous expliquer un peu plus en détail le développement du site. Oui, merci Jacques. Et en effet, on a le plaisir de donner merci pour ces explications intéressantes sur la structure et sur les défis, mais aussi les opportunités que le marché peut représenter. Et d'ailleurs, j'incite vivement tous nos adhérents et clients qui nous écoutent à revenir vers nous pour pouvoir échanger plus avant sur les opportunités sur le marché suisse. Notre bureau de CIC de Genève sera à sa disposition pour regarder ça avec nos amis de CIC et d'Explore. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on a le plaisir merci Jacques, on a le plaisir d'avoir avec nous une start-up française. Et sa représentante en Suisse, Electra. Donc, c'est avec plaisir, Alina, je vous cède la parole.
Merci beaucoup, merci Jacques, et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu nos défis à nous aussi. Donc, juste pour commencer, pensons aux consommateurs finaux et aux clients qui finalement viennent se charger chez nous et chez d'autres opérateurs. Alors, c'est quoi les défis d'aujourd'hui? Pourquoi, pour l'instant, on a une pénétration de peut-être 3% de véhicules électriques et on n'est pas encore à ces 30% qu'on veut atteindre jusqu'à 2030. Aujourd'hui, quand on arrive et on veut se charger à une borne de recharge rapide, parfois ça fonctionne pas, parfois on ne sait pas comment l'utiliser, on ne sait pas combien on paye, c'est pas très accessible, les fonctionnalités sont pas claires et en fait le client d'aujourd'hui a encore peur de passer à l'électrique justement à cause de ces choses-là et aussi comme Jacques a dit, 70% des gens vivent dans des appartements ou maisons qui leur appartiennent pas. Ça veut dire que pas tout le monde peut charger chez eux et même dans le futur, on estime que la recharge publique va faire à peu près 30 à 40% des recharges qui vont se faire. Et c'est pour ça que c'est très, très important que c'est fiable et que ça marche. Les solutions et le focus de Electra, mais aussi de d'autres opérateurs de bornes de recharge rapide, nous, on se focus vraiment sur les zones urbaines et périurbaines. Pourquoi? Parce que justement, moi, si j'ai un appartement au centre de Zurich et j'ai pas ma borne à la maison, comment je peux passer à l'électrique? Et en fait, souvent même quand on va acheter une voiture, on te dit si t'as pas la possibilité de charger à la maison ni au bureau, peut-être c'est pas encore la peine. Mais en fait, c'est faux et nous on veut changer ça. La fiabilité, bien sûr, grâce à des outils et des softwares qu'on produit à l'interne, et aussi bien sûr c'est très important de choisir des sites qui ont du sens pour le client et qui donnent la meilleure expérience client du futur. Parce qu'il faut savoir que faire un plein et charger une voiture, pour l'instant, charger une voiture, ça dure entre une demi-heure, 45 minutes. Donc, idéalement, il y a des choses qu'on peut faire à côté, des toilettes, des cafés, quelque chose que les clients peuvent faire s'ils souhaitent à côté une fois qu'ils se rechargent aussi. Juste pour donner 2-3 mots sur Electra, on est dans 8 pays en Europe. On a commencé en France il y a 3 ans. Et on est entré dans le marché suisse en juillet de l'année dernière. On est spécialisé à la recharge rapide, urbaine, périurbaine. Ça veut dire 200 kilowatts et plus. L'idée est vraiment que moi, j'ai pas où je suis en route pour aller quelque part, bien sûr, et je veux me recharger vite fait, ou j'ai pas d'accès à la maison à une borne et j'ai l'esprit calme que je peux me recharger à côté de chez moi où c'est confortable pour moi. Et quelque chose qui nous caractérise, on existe depuis 3 ans, on a déjà 200 stations live, ça veut dire en fonctionnement, et on veut faire les choses agile, flexible, on veut être vite et on veut demander aux besoins du client. Ça veut dire on a 180 experts dans l'entreprise, des ingénieurs, des gens en produits en tech. Ça veut dire les feedbacks qu'on reçoit de nos partenaires ou de nos consommateurs finaux, on peut tout de suite aussi les intégrer dans nos produits et dans nos softwares pour rendre le service client meilleur. Notre but, c'est d'installer 2000 sites d'ici 2027, donc assez ambitieux. Le premier site en Suisse devrait ouvrir en mai, donc on attend avec impatience ça, et on veut vraiment couvrir la Suisse, mais aussi l'Europe, avec des points de charge et des emplacements qui sont confortables pour le client. En Suisse, sur ces 2000, ça à peu près 150 d'ici 2026. Jacques sait que c'est très très ambitieux, donc on verra d'atteindre ces objectifs et de devenir un player important aussi en Suisse. Comme Jacques a aussi expliqué, c'est très cher d'installer ces bornes. À peu près un projet coûte environ 2,5 millions si on installe 2-3 bornes dans une location. Ça veut dire on vient d'avoir une troisième levée de 304 millions pour justement pouvoir
financer cette expansion en Europe. Et en même temps, pour la Suisse, on a un fonds Energy Infrastructure Partners qui nous a donné 200 millions justement que pour la Suisse et l'Autriche pour pouvoir assurer l'investissement parce que c'est des projets à très long terme qui justement demandent un fort investissement tout au début. Juste pour parler en général de ce qui est important, pas juste pour Electra, mais pour l'expérience de recharge du futur et que ça doit changer pour que nous, il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble parce que on veut tous que les gens passent à l'électrique. Un peu les 5 critères qu'on a aussi, visibilité, très important pour le client d'avoir l'intégration dans les systèmes de navigation, que la station soit visible sur Google, sur Apple Maps, juste partout, que je dois même pas chercher, mais que c'est vraiment facile pour moi de la trouver. Le prix, en ce moment, on voit vraiment que c'est pas transparent, c'est par minute, par kilowattheure. Parfois, quand on démarre la charge, ça coûte quelque chose déjà. Donc, parfois, il y a des subscriptions, un peu comme Netflix, le modèle de Netflix. Donc, c'est pas du tout clair pour le consommateur. Ils sont vraiment perdus, et c'est pas comme ça que ça faudrait l'être. Donc, la transparence du prix va être très, très important aussi dans le futur. Fiabilité, bien sûr. En ce moment, on est à 85% de taux de succès de recharge rapide à des stations. Les gens, quand ils sont en route avec leurs enfants, c'est juste pas possible que ça marche pas. Et du coup, toute l'industrie, on doit aller vers les 100%, comme quand je fais un plein, et pour donner ce trust dans l'électromobilité. L'expérience client, bien sûr, différents fonctionnements dans les applications de l'opérateur, comme pouvoir réserver son point de charge ou juste arriver, se brancher. Très, très important, cette facilité et travailler là-dessus. Et bien sûr, la puissance. Parfois, on dit superchargeur 200 kW ou 300 kW. Finalement, on charge à 30. Bien sûr, souvent, c'est les voitures, mais souvent aussi pas. Et du coup, c'est très, très important que dans l'industrie, on arrive à avoir ces capacités et donner l'énergie qu'il faut pour que le client puisse se charger vite. Ça, on travaille avec les partenaires fonciers qui parfois ont plusieurs localisations, emplacements avec nous. Et là aussi, on regarde que eux, ils ont toutes les informations qu'ils ont besoin sur leur point de recharge. Ça veut dire on a développé un outil où ils voient toutes leurs sessions de recharge, l'énergie qu'ils ont délivrée, CO2 évité. C'est très important pour certains groupes immobiliers ou des plus grandes entreprises pour pouvoir justement traquer aussi tout ce qu'il y a ESG et tous les KPI comme ça. Des partenariats solides. On peut pas être seul dans cette industrie. Il faut travailler avec les producteurs de voitures, avec des installateurs, des bureaux d'ingénieurs, des flottes pour avancer ça ensemble, pour transitionner. Et pour ça, il faut avoir des partenariats stratégiques, justement, et pas travailler seul. C'est très, très, très important. Juste comment ça marche, vite fait. Les CPO ou nous chez Electra, on travaille ensemble avec des supermarchés, des hôtels, des groupes immobiliers qui nous donnent accès à leur place de parking. Bien sûr, ça doit être public, accessible à tous. Notre proposition chez Electra, c'est on couvre tout de A à Z. Ça veut dire du financement, bien sûr, jusqu'à l'exploitation, développement et exploitation avec nos partenaires installateurs et la maintenance. Donc, finalement, le propriétaire du terrain doit se soucier de rien. On paye un loyer en plus. Pourquoi c'est intéressant pour nos partenaires? Parce que on paye un loyer. En plus, si peut-être tu es un supermarché ou un hôtel, tu attires de la nouvelle clientèle ou plus de gens, de flux qui viennent chez toi. Du coup, ça crée vraiment un win-win et on arrive ensemble à électrifier de plus en plus la Suisse. Ça, c'est juste un petit sommaire de qu'est-ce qui est important pour nous et sur quoi on se concentre. Pour promouvoir un peu la durabilité et oui, contribuer à tout ça. Il y a plein de défis, mais on est très confiant qu'on peut atteindre et qu'on peut atteindre tous ces challenges et construire quelque chose de beau. Ok.
C'est OK pour vous. Merci beaucoup, Alina. Juste une précision. Donc, en fait, vous vous occupez de l'intégralité de la mise en place de la borne, si j'ai bien compris. Oui, donc on a des project managers et après on travaille bien sûr aussi avec des entreprises d'installation, des bureaux d'études qui nous aident. Mais oui, on fait à l'interne les softwares qui parlent aux bornes, qui relient ça à la voiture. Donc tout ça, c'est à l'interne. D'accord. Donc vous cherchez en fait des partenaires qui ont des disponibilités immobilières, c'est ça? Justement, oui. Donc, ça peut être toutes sortes de partenaires, comme j'ai dit, ça peut être en fait, c'est des propriétaires de terrain. Donc, ça peut être des supermarchés. Mais pas des exploitants. L'exploitation est faite par vous, c'est ce que je voulais dire. Oui. Non, pas des exploitants. D'accord, ok. Bien compris. Si jamais on a des amis qui ont du terrain en Suisse, alors il n'est pas forcément donné, mais voilà, ça peut être une diversification possible. Merci à toutes et tous pour cette présentation assez exhaustive, je crois, du marché suisse avec les exemples. On a quelques questions dont je vais poser la première. Je crois que va être à nouveau pour vous, Alina. Enfin, je peux me tromper, mais c'est Quentin qui nous dit, si on parle de taux de disponibilité d'emplacement stratégique, y a-t-il possibilité de réserver un créneau de charge sur ces bornes? Je crois que vous l'avez évoqué. Oui, en fait, si on a l'application, bien sûr, il y a les clients qui préfèrent, il y en a qui veulent même pas télécharger l'application, donc on peut payer juste sur place. Mais si on souhaite réserver, oui, c'est possible par notre application qui permet de dire c'est ça la borne qui est la plus proche de chez toi où tu es, et on peut la réserver. L'application va voir combien de temps on va prendre d'arriver à l'endroit et à la borne et réserver l'endroit pour une demi-heure. Oui. D'accord. Oui, c'est comme vous en parliez dans l'expérience client, c'est en effet important d'avoir ce type de service à proposer pour réduire la durée de recharge et la praticité de recharge. Merci Alina pour votre réponse. Moi, j'avais une question à poser. Je ne sais pas qui pourra me répondre, mais on sait que la Suisse c'est un pays où les cantons ont une importance non négligeable. Est-ce qu'il y a une différence dans, Jacques a évoqué l'électrification, je dirais, par la Confédération, le programme de la Confédération. Est-ce qu'il y a une différence entre cantons? Est-ce qu'il y a des stratégies différentes? Jacques, tu veux répondre? Tu veux que je réponde? Vas-y. Alors oui, en effet. Oui, en effet, au niveau des cantons, c'est vrai que c'est très différent. Vous avez plusieurs cantons qui vont parfois donner des subventions pour la construction de bornes de charge, et même les villes qui vont avoir également d'autres politiques de favorisation. Mais c'est très varié. C'est très varié. Même pour immatriculer un véhicule électrique, vous avez certaines facilités dans certains cantons, mais qui évoluent. Donc, c'est très différent de la France. D'accord. Ouais, il n'y a pas de... Il y a pas malgré tout, il y a une politique de la Confédération. Jacques, le micro est coupé. Je ne vous ai pas entendu, Pascal, pardon. Oui, il y a une politique de la Confédération, malgré tout, comme vous l'avez présenté. Oui, exactement. Donc, c'est cette roadmap qui est vraiment ambitieuse avec le plan 2050 qui est la finalité. Mais en effet, ensuite, chaque canton va avoir ses propres libertés pour accentuer ou pas. Vous avez des villes comme Lausanne, par exemple, qui forcent un peu plus la présence de l'électrique sur les bus, mais également sur les taxis. Donc voilà, chaque canton, chaque ville peut être plus ambitieux encore. D'accord. Il peut être mieux disant. Oui. Voilà. Ok, merci Jacques pour cette réponse. Je crois que Paul que je salue, a une question pour Merlin. Je peux vous la traduire, Merlin, mais je crois que vous comprenez bien le français. Quel est le poids de la batterie d'une Microlino? What is the weight of the Microlino battery?
Yeah, I answered in the chat already. It depends on the battery configuration because we have 3 battery sizes, but it's roughly between 60 and 90 kilograms. The battery is kind of like part of the lower structure of the vehicle, so it's basically mounted on an aluminum plate, which is then built into the vehicle. So it's not an exchangeable battery. It's really a fixed battery in the vehicle. Okay. And another question: what is the price of the Microlino? Is it possible to know that? Is it? Yeah, of course. I mean, everyone that is interested, I mean, you can check out our vehicle on our website. We also have a configurator. You can basically order the Microlino completely online without needing to enter any showroom. But the base price depends a bit on the countries, but it starts at around 18,000 euros usually. Okay, 18,000. Okay. Oh yes, and not 80, but 18. 18. Yes. I understand. It would be a bit expensive. 18 18 is better. Merci, thanks you, Marlene. Merci beaucoup. Et je voulais poser peut-être, je suis pas sûr de voir d'autres questions dans le chat, mais peut-être une question aujourd'hui. Vous êtes des acteurs du marché de la mobilité électrique en Suisse. Aujourd'hui, où sont les opportunités? Qu'est-ce qui manque en Suisse pour arriver aux objectifs que nous avez décrits? Je dirais, est-ce que ma question n'est peut-être pas forcément très très limpide, mais quel est je dirais aujourd'hui, quel est le besoin que des sociétés françaises qui nous écoutent pourraient apporter le plus rapidement, le plus directement? Question piège, je ne sais pas. Jacques, est-ce que vous avez une... Alors oui, je vais essayer d'y répondre. Il faut que Georges coupe le micro. On va essayer de basculer des micros avec les autres. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. En effet, là où il y a des opportunités, c'est en effet, certains peuvent devenir exploitants de bornes. Donc en effet, il y a un vrai marché, mais il y a aussi une jungle tarifaire dont a parlé également Alina, où il faut justement pouvoir être simple, répondre justement aux besoins des clients. Mais on a vu que dans la construction de ces stations, il faut aussi avoir une approche de solutions alternatives pour proposer des concepts de liaison, par exemple, de bornes qui vont être liées avec des panneaux photovoltaïques, éventuellement des batteries de stockage également, et qui permettent de contourner les défis de la Suisse où on a parfois des coûts très importants d'accès à l'énergie, qui sont aussi très variables par canton. Donc, il est possible, par exemple, d'avoir un concept où on vient livrer un container de batterie où on installe des bornes de charge qui permet d'avoir accès à uniquement très peu de puissance locale. Ok. Ben, écoutez, merci beaucoup. Il est 11h59. Merci beaucoup pour votre présentation qui a été encore une fois très claire et sur ce marché suisse de la mobilité électrique où de nombreuses opportunités ont pu être dévoilées. Je vous remercie une nouvelle fois. Je resignale une dernière fois à nos adhérents que dans un mois exactement se tiendra Connexion à Paris, au Château Forme Georges V. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous n'êtes toujours pas inscrit. Georges, Alina, Georges, Merlin, Jacques, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.